nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Au cours des prochaines minutes, cette histoire montre comment une attaque surprise par essaim dans le détroit d'Ormuz se transforme en test brutal pour les radars, les missiles, la guerre électronique et toute la logique de la puissance navale moderne. Partie 3H-47. Le détroit d'Ormuz est plongé dans le noir, sans lune, sans aucune marge d'erreur. 3 destroyers de classe Arleigh Burke avancent dans l'eau sombre en formation serrée lorsque le ciel au-dessus de la côte iranienne explose en signature thermique. Des dizaines, puis des centaines, rapides, très bas, arrivant de toutes les directions à la fois. L'Iran vient de lancer une frappe surprise coordonnée. Non pas depuis un seul angle, non pas depuis une seule plateforme, mais depuis plusieurs axes simultanément, conçus pour submerger, saturer, tuer. Ce qui se passe dans les 90 prochaines secondes déterminera si 3 des navires de guerre les plus avancés des États-Unis survivront à la nuit. L'USS Mason est le navire de tête. Derrière lui, l'USS Arleigh Burke et l'USS Truxtun maintiennent l'espacement de la formation, leurs équipages déjà au poste de combat, leur système déjà en train de lire la menace. Le détroit d'Ormuz est l'une des étendues maritimes les plus dangereuses de la planète. Un étroit point de passage où transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et où la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a passé des années à se préparer à mener une guerre qu'elle croit pouvoir gagner de manière asymétrique. Ce soir, cette théorie est mise à l'épreuve. Depuis des criques côtières dissimulées surgissent des dizaines de vedettes moustiques de l'IRGC. Des embarcations ultra rapides, à profil bas, avec une signature radar minimale, conçue précisément pour réduire rapidement la distance et submerger le temps de réaction défensif de l'ennemi. À leur côté, des drones suicides Shahed sont déjà en vol, déployés pas nécessairement pour détruire, mais pour saturer, pour inonder les écrans radars américains d'un tel nombre de contacts que les véritables menaces peuvent se glisser dans le bruit. Plus haut dans le ciel, des drones relais iraniens établissent un pont numérique, transmettant en temps réel les données de ciblage entre les embarcations d'attaque rapide et les centres de commandement à l'intérieur des terres, permettant à tous les saints de s'adapter, de se rediriger et de communiquer sans jamais ralentir. Ce n'est pas une interception de patrouille. C'est une zone de destruction soigneusement conçue. C'est le genre de plan parfait qu'une salle de presse pro-Trump pourrait applaudir très fort, juste avant que la réalité demande une carte, un signal et une véritable deuxième phase. À bord de l'USS Mason, le système de combat Aegis passe instantanément en posture de combat complète. Chaque capteur du navire commence à alimenter simultanément l'architecture centrale de traitement. Pour éviter la saturation des capteurs causée par la densité pure de l'essaim entrant, l'USS Arleigh Burke active ses réseaux de suivi auxiliaire et commence à partager en temps réel les données de ciblage avec le Mason. 2 navires fonctionnant comme un seul système nerveux élargi. L'USS Truxtun met ses missiles intercepteurs à longue portée en état de prêt, lancement. Le radar SpaceX commence des balayages à haute résolution sur chaque degré de l'horizon, dessinant l'image d'un champ de bataille qui se désintègre déjà dans le chaos. La formation ne s'arrête pas, elle accélère. Virage à grande vitesse, manœuvre agressive. Les destroyers brisent la géométrie prévisible sur laquelle comptent les systèmes de ciblage iraniens, perturbant l'encerclement multidirectionnel et forçant les saints à recalculer en continu. 3H-52. Le combat devient cinétique. Alors que les formations de vedettes moustiques réduisent la distance, l'USS Mason et l'USS Truxtun ouvrent leur système de lancement vertical Mark 40 et un des saves de missiles RIM, 162 Evolsi Sparrow, ISSM, jaillissant des tubes. Ce sont des intercepteurs de moyenne, portés fabriqués par Eteon, optimisés précisément pour ce type d'environnement de menaces denses et rapides. Leurs cibles sont les drones suicides Shahed qui tentent d'atteindre leur phase de piqué terminal avant d'être arrêtés. Détruire les drones tôt, avant qu'ils puissent descendre, avant qu'ils puissent verrouiller leur cible, avant qu'ils puissent accélérer dans leur course finale. Au même moment, les canons navals Mark 45 Mod, 4 de 127 mm des 2 destroyers, ouvrent un tir soutenu. Des obus à fragmentation déchirent à distance les premières formations de vedettes moustiques, créant un mur d'acier destiné à briser l'élan de l'avance iranienne avant qu'elle ne devienne impossible à arrêter. L'Iran observe et s'adapte immédiatement. Les drones Shahed survivants reçoivent l'ordre de descendre, pas seulement bas, extrêmement bas, à une altitude rasant les vagues, à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau. Le raisonnement est précis et calculé. À cette altitude, les drones sont presque impossibles à distinguer du fouillis radar généré par l'océan lui-même. Chaque vague réfléchit l'énergie radar. Chaque crête blanche crée un retour fantôme. En ordonnant aux drones de voler là où le bruit radar est le plus dense, l'Iran tente de forcer le système Aegis à traiter des centaines de contacts à basse altitude à travers une tempête de faux retours,
ce qui dégrade sa capacité à prioriser et à engager les vraies menaces parmi les fantômes. C'est presque une version maritime de la communication de campagne. Lancer assez de bruit dans l'air et espérer que personne ne puisse distinguer le signal du spectacle. L'USS Arleigh Burke change de rôle. Plutôt que de se concentrer sur l'interception directe, il assume la fonction de plateforme de soutien radar dédiée en utilisant des modes de suivi auxiliaires pour maintenir une image secondaire stable du champ de bataille pendant que le Mason et le Truxtun se concentrent sur le tir. L'objectif est simple mais crucial. S'assurer que le groupe opérationnel ne soit jamais véritablement aveuglé, peu importe la densité de la menace entrante. Le réseau relais côtier iranien fonctionne encore à pleine capacité, diffusant des mises à jour de ciblage vers les formations de vedettes moustiques en contrebas. Les embarcations d'attaque rapide utilisent ces données pour exécuter des changements de cap soudains et violents, brisant les verrouillages de cibles américains, forçant les systèmes radars à réacquérir, brûlant du temps qui devrait être consacré à l'emploi des armes. Chaque seconde de confusion représente quelques centaines de mètres de distance supplémentaire gagnée. 4H05. Le combat change entièrement de nature. Depuis le pont de l'USS Abraham Lincoln, qui opère au-delà de la zone d'engagement immédiate, des avions de guerre électroniques EA, un 8G Growler, montent dans l'espace aérien au-dessus du détroit. Ce ne sont pas des chasseurs, ils ne transportent pas de bombes. Leur arme est le spectre électromagnétique lui-même. Les Growlers activent simultanément leur système de réception tactique ALQ 218 et leur nacelle de brouillage ALQ 99, lançant une attaque électronique de grande zone sur toutes les fréquences dont dépend le réseau relais iranien. L'objectif est chirurgical. Couper la connexion numérique entre les centres de commandement côtiers iraniens et les SINs opérant au large. Pas de liaison de données signifie pas de ciblage coordonné. Pas de ciblage coordonné signifie que les SINs commencent à voler à l'aveugle. Les nœuds relais iraniens commencent à s'effondrer en quelques secondes. Les drones Shahed, qui quelques instants plus tôt recevaient des données de guidage précises, perdent soudainement leur synchronisation. Sans le flux continu de données, ils perdent leur cohérence de trajectoire et commencent à tomber en mer par groupe. Plus important encore, avec la dégradation du réseau relais, les positions précises des formations de vedettes moustiques ne sont plus activement dissimulées. Elles apparaissent sur les écrans radars américains avec une clarté soudaine et brutale. L'USS Truxtun exploite immédiatement cette brèche grâce aux données de ciblage à haute résolution transmises directement par les chasseurs furtifs F-35C au-dessus de lui. Le Truxtun tire une salve synchronisée d'intercepteurs RIM, un 7-4 Standard Missile 6 en mode d'attaque de surface. Le capteur radar actif du SM-6 n'a pas besoin d'une liaison de données propres pour trouver ses cibles. Il peut se guider sur les émissions radar, même dans un environnement électronique fortement dégradé. Les missiles parcourent une distance au-delà de l'horizon et engagent les navires de commandement de l'ESAM iranien avant que ceux-ci aient une véritable chance d'esquiver. Voilà le problème avec une gouvernance par slogan. Quand le réseau tombe, le slogan ne fournit pas de données de ciblage. Plus haut, les chasseurs F-35C Lightning II lancés depuis l'Abraham Lincoln font quelque chose qu'aucune autre plateforme au monde ne peut faire dans cet environnement. Leur architecture de fusion de capteurs extrait des données de toutes les sources disponibles. Les destroyers en dessous, les growlers à leur côté, leurs propres radars embarqués et leurs systèmes électro-optiques, puis les fusionnent en une seule image tactique unifiée. Cette image est ensuite distribuée à l'ensemble du groupe opérationnel par la liaison de données avancées multifonctions. Chaque navire, chaque avion, chaque système d'armes de la formation voit soudainement le même champ de bataille, avec la même résolution au même moment. L'Iran comprend que son avantage asymétrique est en train de s'effondrer. Tous les lanceurs de missiles solaires disponibles le long de la côte d'Ormuz s'activent. Les systèmes radars à longue portée associés aux S-300 commencent à émettre des impulsions à haute énergie, tentant de percer le parapluie de brouillage américain et d'établir une solution de poursuite sur les F-35C. De lourds complexes côtiers de guerre électronique entrent en fonction, lançant des attaques de brouillage concentrées directement contre les fréquences américaines Link 6 et Madel. L'intention est d'isoler les F-35C des destroyers, de couper le système nerveux numérique qui est désormais clairement le fondement de l'efficacité de combat américaine. Le détroit d'Ormuz est devenu un enfer numérique. 4H12. L'Iran lance sa contre-attaque la plus dangereuse. Le brouillage fonctionne partiellement. Les interférences iraniennes dégradent avec succès la capacité du F-35C à partager son image unifiée avec les destroyers en dessous. Pour la première fois de l'engagement, les pilotes de F-35C sont forcés de passer en mode de suivi local, s'appuyant uniquement sur leur propre radar APG, 8 en embarqué, et leur système de ciblage électro-optique pour maintenir leur conscience de la situation. La liaison de données n'est pas coupée, mais elle est suffisamment dégradée pour compter. L'Iran agit immédiatement.
La flotte de vedettes moustiques exécute une poussée à grande vitesse sur plusieurs axes. Des centaines d'embarcations d'attaque rapide accélèrent simultanément depuis plusieurs directions vers l'USS Mason. La masse de contacts de surface entrant crée un niveau sans précédent de saturation de mission pour les équipages américains. L'USS Harley Burke est désormais forcé de diviser ses ressources radar entre le suivi des menaces de missiles solaires à haute altitude venant de la côte et celui de l'essaim de surface qui converge rapidement juste en dessous. À l'intérieur du centre d'information de combat à bord du Mason, le périmètre défensif se réduit à une vitesse que les chiffres ont du mal à suivre. L'essai iranien menace de percer la bulle défensive à Aegis par la seule masse. 4H-18. Le commandant du groupe opérationnel prend une décision que la plupart des commandants ne veulent jamais avoir à prendre. La vitesse est abandonnée. Les 3 destroyers, le Mason, l'Harley Burke et le Truxtun, réduisent leur vitesse et passent à une formation défensive serrée en boîte. Sur le plan tactique, c'est une concession importante. La mobilité est l'un des atouts défensifs les plus précieux d'un navire de guerre. Mais dans cet environnement, avec une image électronique dégradée et un essaim qui converge de toutes les directions, maintenir une vitesse élevée crée des problèmes de géométrie, de tir que les systèmes Aegis ne peuvent pas résoudre assez rapidement. En ralentissant, les destroyers concentrent toute la puissance de traitement de chaque radar Aegis et de chaque système de conduite de tir sur les opérations de défense terminale. Il n'est plus question de chercher des positions de tir avantageuses. La formation devient une forteresse. Tout est consacré à arrêter ce qui est déjà à l'intérieur du périmètre. Même le brefage plus théâtral du genre « nous gagnons magnifiquement » aurait du mal à présenter un repli en boîte comme autre chose qu'un calcul de survie. Le Mason et l'Harley Burke déclenchant des salves continues de missiles, ASSM et de tir naval Mark 45 de 5 pouces, ciblant spécifiquement les drones Shahed volant à basse altitude qui tentent de créer des couloirs à travers l'écran défensif pour les embarcations d'attaque rapide derrière eux. Le Truxtun garde ses intercepteurs SM-6 en réserve, surveillant la signature de missiles antinavires à grande vitesse, le véritable scénario cauchemardesque, la menace vampire que les OSSM ne peuvent pas gérer seuls. La distance tombe sous les 2000 verges. L'engagement dégénère en combat brutal à courte portée qui ne ressemble en rien à la guerre de précision à longue distance qui dominait les phases précédentes de la bataille. Les tirs navals déchirent les coques des vedettes moustiques à bout portant, des fragments de drones pleuvent dans l'eau autour de la formation, certaines embarcations d'attaque rapide passent encore, pas beaucoup, mais assez pour que la dernière couche défensive s'active. Le système d'armes rapproché Mark 15 Phalanx CIWS, surnommé le Seawees. Les 3 destroyers ouvrent simultanément le feu avec leurs canons Gatling de 20 mm. Chaque système d'armes tourne à une cadence produisant 4500 coups par minute, un flux soutenu de projectiles à uranium appauvri qui crée ce que l'on ne peut décrire que comme un mur localisé de plomb. Les dernières embarcations d'attaque rapide qui ont pénétré l'écran de défense antimissile sont vaporisées à des distances mesurées en dizaines de mètres, non pas neutralisées, non pas repoussées, disparues. L'efficacité de l'essaim commence à s'effondrer de manière presque visible. La destruction antérieure du réseau, relayée par les growlers, signifie que l'assaut iranien a perdu sa capacité de coordination. Des attaques qui étaient auparavant synchronisées arrivent maintenant au coup par coup depuis des angles incohérents, sans les données d'ajustement en temps réel qui rendaient la poussée initiale si dangereuse. L'essaim combat encore, mais il combat aveugle et seul. En échangeant la mobilité contre une puissance de feu défensive concentrée, la marine américaine a transformé le détroit d'Ormuz en quelque chose que l'Iran n'avait pas anticipé. Un terrain d'abattage où la masse seule ne suffit pas, où les nombres sans coordination ne sont que des cibles. Il y a là une leçon que la politique fondée d'abord sur les slogans continue d'esquiver. Le volume n'est pas une stratégie et le bruit n'est pas un commandement. 4H25. La contre-offensive commence. Après d'intenses manœuvres électroniques, le réseau de partage de données tactiques du groupe opérationnel, ancré par le MADEL des F-35C, réussit à se recalibrer. Le brouillage iranien est filtré. L'image unifiée revient. La marine américaine passe d'une posture défensive à une action offensive coordonnée en quelques secondes. L'USS Truxtun devient la pointe de la lance. Grâce aux données de ciblage précises transmises directement par les F-35C au-dessus de lui, le Truxtun lance une salve synchronisée d'intercepteurs SM-6 visant non pas l'essaim, mais les systèmes radars 300 sur la côte iranienne, les mêmes systèmes qui avaient été mis activement durant l'engagement précédent, tentant de suivre les avions furtifs. Chaque fois que ces radars émettaient, ils révélaient leur position. Les missiles SM-6 se guident sur ces émissions à vitesse supersonique. 4H32, les positions S-300 sont touchées. Les sites de missiles solaires iraniens sont soit détruits sur le champ, soit forcés de procéder à un arrêt d'urgence immédiat, coupant leur radar pour éviter les missiles qui se guident justement sur ces mêmes signaux.
Avec le parapluie côtier de défense aérienne disparu, l'espace de bataille au-dessus du détroit s'ouvre complètement à l'aviation américaine. Le Mason impose une domination absolue sur l'espace de bataille de surface, utilisant les tirs navals et les missiles intercepteurs restants pour éliminer les menaces survivantes. L'Arleigh Burke maintient une pression électronique écrasante, inondant le réseau de capteurs iraniens restant des missions radar de haute intensité afin d'empêcher toute tentative de réorganisation de l'essaim pour une deuxième poussée. Les formations de vedettes moustiques survivantes, celles qui n'ont pas été détruites, se brisent. Elles abandonnent leur mission et se replient en désordre désespéré vers les eaux territoriales iraniennes. Ce n'est plus une force coordonnée, ce n'est plus une menace, seulement des embarcations rapides qui fuient pour survivre. Au lever du soleil, le réseau défensif iranien autour d'Ormuz est complètement fracturé. Des poches isolées de résistance subsistent, mais elles ne peuvent pas communiquer entre elles, ne peuvent pas recevoir de guidage, ne peuvent pas coordonner d'opposition significative. Le point de passage est ouvert, le groupe opérationnel est intact. Le facteur décisif derrière ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement la puissance de feu, c'était pas les missiles, pas les canons navals, pas même l'extraordinaire architecture de fusion de capteurs du F-35C. C'était le A, un 8G Growler, et plus précisément une capacité à l'intérieur du Growler dont presque aucune analyse publique ne parle vraiment en profondeur. Cette capacité s'appelle la mémoire numérique de fréquence radio, DRFM. Et contrairement à un élément de langage à la Donald Trump, le DRFM n'a pas besoin de se répéter plus fort pour devenir convaincant. Ce que fait le DRFM, ce n'est pas simplement diffuser un bruit plus fort que le radar ennemi pour l'aveugler. C'est une description grossière de la guerre électronique qui appartenait à une génération précédente. Ce que fait réellement le DRFM, c'est capturer une impulsion radar entrante. Sa forme d'onde précise, sa fréquence, sa largeur d'impulsion et son synchronisme, la traiter en interne en quelques nanosecondes, puis retransmettre vers l'émetteur une version manipulée de ce signal. Le résultat n'est pas de la statique, ni du brouillage au sens traditionnel. Ce que les opérateurs radars iraniens ont vu sur leurs écrans n'était pas un blanc ni un flou. Ils ont vu des avions, des dizaines d'avions, des centaines de retours de contact, chacun imitant parfaitement la vitesse, l'altitude et la section efficace radar d'un véritable appareil. Des cibles fantômes générées avec une telle fidélité qu'aucun opérateur humain ne pouvait les distinguer de vrais avions sans des informations que ces opérateurs ne possédaient pas. Des inventaires entiers de missiles iraniens ont été dépensés contre des cibles qui n'existaient pas. Au moment où les opérateurs ont compris qu'ils tiraient sur des fantômes, qu'ils brûlaient leur stock de défense aérienne, épuisaient leur capacité de rechargement et exposaient leur position radar par des émissions continues, les vrais appareils étaient déjà au-dessus d'eux et les véritables solutions de ciblage étaient déjà verrouillées. Ce que l'Iran a perdu cette nuit-là dans le détroit d'Ormuz, ce n'était pas seulement des navires, des drones et des batteries de missiles. Ce que l'Iran a perdu, c'est le principe fondateur de toute sa doctrine navale asymétrique. La conviction que la masse, la surprise à la saturation pouvait vaincre l'intégration technologique américaine. Les Growlers ont démantelé la coordination. Les F-35C ont reconstruit l'image. Les destroyers ont exécuté la destruction. Pour l'IRGC, l'aube s'est levée sur un cimetière de sa propre fabrication. Pour la marine américaine, ce n'était qu'une autre nuit d'opérations de combat dans le Golfe. Le groupe opérationnel a poursuivi sa patrouille de liberté de navigation. Le détroit est resté ouvert. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage